Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre approche, l'approche statistique, dans le suivi de tendance. Parce que vous savez qu'il y a trois manières en directionnel pour intervenir sur les marchés. C'est le suivi de tendance, le contre-tendance et le trading range. Et aujourd'hui, on va surtout parler de suivi de tendance. Alors, on a un petit retard, donc il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement, notamment les 4 piliers du trading qui sont, selon moi, la stratégie, l'analyse, le trading et la gestion. Alors, qu'est-ce que j'entends par les 4 piliers du trading? En fait, c'est 4 éléments qu'il faut vraiment dissocier. Déjà, ça appelle à des compétences différentes. En gros, il y a des compétences intellectuelles et des compétences plus émotionnelles. Donc, tout ce qui est stratégie, analyse, c'est la réflexion. Donc, stratégie, en gros, ça consiste à trouver la manière d'entrer sur, enfin, la manière de pratiquer le trading qui va être soit la plus rentable, soit la plus probable ou la plus efficace. Donc la stratégie, en fait, c'est vraiment l'approche globale que l'on va avoir sur le marché. Dans une salle de marché, c'est le stratège ou le gérant du fonds, c'est pas lui qui va forcément passer des positions. Donc selon moi, il faut dissocier la stratégie du trading. Ensuite, il y a l'analyse. Donc l'analyse, en fait, ça consiste à analyser le marché pour justement savoir quelle est la stratégie qu'on a mis au point, qui est la plus efficace. Je vous donne un exemple, je sais pas, une stratégie qui consisterait à acheter les creux d'un marché. Ouais, forcément, c'est beaucoup plus efficace dans un marché qui va monter, donc une tendance haussière. Surtout quand on est au début ou au milieu du mouvement, quand on commence à avoir des signes de fin de mouvement, bah, cette stratégie n'est pas la plus rentable. Sur les fins de mouvement, sur les mouvements qui commencent à être beaucoup plus faibles, les stratégies les plus efficaces seraient peut-être des stratégies qui vont plutôt acheter des cassures, ou on va modifier les stop-loss, les take profit, on va en parler tout à l'heure, où on va carrément faire du contre-tendance. Donc l'analyse, elle est duelle en fait. D'un côté, c'est pour trouver la stratégie qui est la plus efficiente, et de l'autre côté, l'analyse peut aussi servir au trader pour le timing, pour qu'il time son entrée, sa sortie et la gestion de sa position. Et donc le trading justement consiste à appliquer la stratégie en fonction de l'analyse. Donc le trader, c'est pas la tête pensante, le trader c'est un peu la secrétaire du stratège, c'est celui qui va passer les positions en appliquant la stratégie, en appliquant l'analyse. Donc vous en fait, vous êtes tout seul dans votre tête, hein, enfin, pour les plus normaux d'entre nous. Donc vous devez incarner les 4 piliers. Vous devez être à la fois un bon stratège, donc être capable de créer une stratégie, un bon analyste, donc être capable de donner un biais directionnel à votre trading. Ça, c'est ce que vous devez faire avant de commencer une journée, quand vous êtes à froid. Et puis dans le feu de l'action, vous savez que vous allez faire n'importe quoi. Si vous avez perdu, gagné, vous allez plus vous sentir. Si vous perdez, vous voulez récupérer les pertes. Donc le trading, c'est là où va se jouer tous les biais émotionnels. C'est différent. D'abord, on analyse, ensuite on choisit la stratégie. Une fois que ça c'est bien clair et net, on va trader. Donc ça consiste à prendre la position, gérer la position et sortir de la position. Donc c'est pour ça que j'ai mis que l'analyse et la stratégie sont effectuées à froid. Le trading, c'est plutôt à chaud. Donc voilà, capable de rentrer, sortir et moyenner à la baisse pour ceux que ça intéresse, moyenner à la hausse pour les autres, etc. Et puis il y a le back-office, la gestion du risque. Au sein des banques, c'est ce qui paye le plus. Hein. C'est pas forcément les bonus des traders qui rapportent le plus. Hein. Ceux qui sont les mieux payés, c'est ceux qui gèrent le risque. Et c'est normal puisque c'est vraiment la chose la plus importante. Donc nous, en tant que trader particulier, c'est également le point le plus important. Donc il faut avoir une gestion du risque. Alors c'est pas ouais, je risque 2% et puis c'est tout. Non, c'est une stratégie complète qui comprend combien on va investir, réinvestir, gérer le risque en fonction de l'évolution du trade, etc., etc. Alors, un petit préambule d'abord à l'intérêt du trading en tendance. Donc, d'un point de vue purement statistique, alors pas probabiliste, hein, mais statistique, le trading, en tendance, c'est le trading qui est le plus rémunérateur et le plus simple et qui pardonne beaucoup d'erreurs. Je vais expliquer ce que c'est. Légitime beaucoup de théories, de concepts, d'outils et d'analyse et de trading. Alors, je vous ai montré un exemple ici. Alors, déjà, exemple, prenez une tendance en journalier, peu importe votre manière de l'analyser. Nous, on utilise beaucoup les bandes de Bollinger, les écarts types pour l'analyse des tendances. Et vous la prenez en journalier. Ensuite, vous regardez le marché en intraday, donc là, c'est des graphiques 1 heure de Eurode. Donc il faut savoir pourquoi Eurode, on avait une tendance baissière en journalier, et il ne fallait pas avoir des super outils pour le voir, hein, on avait juste un marché qui baissait, point final. Donc on avait une tendance baissière en journalier, donc il fallait avoir le biais vendeur. Alors quand je dis que la tendance en fait légitime beaucoup d'erreurs et un peu de pratiques un peu ésotériques, notamment tout ce qui est l'analyse technique, hein, les indicateurs et tous les concepts un peu des fois marrants, mais par exemple le COG, les fourchettes d'Andrew, les divergences, les canaux, les moyennes mobiles, le chartisme, etc. À partir du moment où vous respectez votre tendance, c'est la tendance qui va vous faire gagner de l'argent et non pas votre manière de rentrer sur le marché. Donc pour les amoureux du chartisme, ici j'ai par exemple identifié quelques figures. Alors j'ai mis ici une fourchette, j'ai mis ici une sorte de biseau, j'ai mis là des retracements de Fibonacci. Alors c'est petit, mais autant vous dire qu'il y en a pas mal. Là il est 50%, des 70%. Là j'ai mis un biseau d'élargissement, etc. Donc quelqu'un qui par exemple ferait du chartisme,
il ferait quoi? Bon, il aurait identifié certaines figures, il serait rentré, il aurait été content et il serait venu nous dire ah ben voilà, voilà comment il faut trader, regardez, vous regardez les visuels, les machins ici là, vous rentrez ici, vous rentrez là, et finalement tout se passe bien. La vraie question c'est est-ce que cette personne a gagné parce qu'elle a utilisé le chartisme? Non. La vraie question c'est cette personne a gagné, pourquoi? Parce qu'elle a voulu uniquement faire de la vente. Alors pourquoi uniquement de la vente? Ben, je vais vous l'expliquer après pourquoi c'est plus rentable le suivi de tendance. Donc elle a pris son chartisme, elle a gagné de l'argent, donc encore une fois, non pas parce que la figure lui a permis d'identifier un super niveau, etc. C'est juste parce que cette personne avait décidé de vendre et que c'est beaucoup plus rentable, on gagne beaucoup plus d'argent à la vente. Pourquoi? Je vais vous le dessiner après. Pourquoi dans une tendance baissière, en fait, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Et donc c'est légitime, plein d'erreurs. Par exemple, vous pouvez faire pas n'importe quoi, mais je sais que quand vous faites des erreurs de timing, de rentrée, de stop loss, etc., à partir du moment où vous suivez votre tendance et que vous la respectez, en général, des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est sûr. Fourchette en groupe, pareil, il y a peut-être des amoureux des fourchettes en groupe. Bon, là, j'ai mis une utilisation qui consistait à trader la cassure de la médiane après, par exemple, un rejet de la median line. Alors, je suis passionné d'analyse technique, même si je l'utilise pas. Donc, je connais un peu toutes ces théories, etc., toutes ces stratégies. Et c'est pas pour autant que je vais les utiliser. Mais juste à titre d'information, à titre d'exemple, je les ai mis ici. Donc, par exemple, si j'avais décidé de trader la vente de la median line, bon, ben, je me serais fait un super beau trade. La cassure également. Alors après, pour ne pas opérer le graphique, j'ai mis qu'une seule fourchette, mais j'aurais pu en rajouter plein de partout. Mais le concept aurait été le même. Si j'avais fait que des ventes, que des cassures de fourchettes, je n'aurais fait que gagner de l'argent. Encore une fois, la question c'est est-ce que ce sont les fourchettes qui m'ont permis de gagner de l'argent, donc l'outil, donc eu égard à ce que les éditeurs, est-ce qu'en gros c'est ma méthode de trading qui me permet de gagner de l'argent, ou est-ce que c'est la stratégie que j'avais décidé d'utiliser et donc mon analyse? Bah, bien sûr, la réponse, oui, c'est l'analyse et la stratégie. Après, j'ai mis d'autres exemples, donc pareil, les retracements de Fibonacci, je sais qu'il y en a été question aujourd'hui. Est-ce que réellement le marché va prendre en considération les 50, les 68? C'est des questions qui sont légitimes, notamment sur les devises. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous avez peut-être vu les webinaires sur les index. On pose beaucoup de questions sur justement comment cote réellement le Forex, parce que ce sont que des ratios, donc ce sont des rapports mathématiques. Donc il y a plein de questions extrêmement intéressantes qu'il faut se poser quand on traite les devises. Je ne pourrais pas tout développer aujourd'hui, mais il y a plein de webinaires gratuits sur le site, donc je vous encourage à aller les voir, vous aurez déjà une meilleure image de notre manière de penser et ce genre de choses. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai également mis pour les fins d'indicateurs les croisements du stochastique, les croisements du MACD. Vous constaterez d'ailleurs que ça coïncide en général. La plupart des indicateurs étant redondants, c'est pas étonnant qu'on ait plus ou moins les mêmes signaux. Pareil, si j'avais suivi tous les croisements baissiers de mon stochastique dans sa zone de surachat, j'aurais fait une super session. Et encore une fois, la question c'est est-ce que je suis un bon trader parce que j'ai utilisé un super stochastique et donc je vais dire aux autres avec mon ego, moi j'ai un super système, j'utilise le stochastique comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors est-ce que j'ai gagné de l'argent parce qu'en réalité, j'ai décidé de suivre uniquement un biais vendeur. Ishimoku également, on entend pas mal parler en ce moment, parce que vous savez, c'est les modes, ça revient, etc. Market profile, c'est vieux, là ça revient actuellement, ça se passera peut-être, etc. Donc j'ai mis pareil, j'ai un biais vendeur en journalier, j'ai mis l'Ishimoku en 1 heure. Donc j'ai pris les croisements, les rebonds dans les nuages. Et là encore une fois, j'aurais pu faire des super beaux trades. La question est, encore une fois, est-ce que c'est cet outil qui m'a permis d'être un bon trader, ou est-ce que c'est l'analyse que j'ai faite, l'analyse baissière en fait. Alors, apparemment, je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que vous gagnerez toujours plus dans une tendance. Bon, je crois que je vais dessiner plus tard, mais c'est pas grave. Imaginez une tendance baissière. Donc comme vous savez, une tendance baissière, c'est quelque chose qui est fabriqué comme ça. Donc si on réfléchit bien, qu'est-ce qui est le propre d'une tendance baissière? Obligatoirement, statistiquement, ça c'est indéniable, et c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas refuter, contrairement à toutes les théories de l'analyse technique qui sont faites empiriquement. On ne peut pas dire que oui, les marchés évoluent comme ça. Quand la Chine a décidé d'acheter de l'euro, elle n'a pas regardé où est le Fibonacci. Elle achète parce que c'est le prix intéressant, parce qu'il y a des futurs qui sont à tel ou tel niveau, etc. Donc imaginez une tendance baissière, où est-ce qu'il y a le plus d'amplitude? Les mouvements les plus amples, ils sont forcément à la baisse. Donc la question c'est, si je ne décidais de ne prendre que les setups baissiers, donc que les points, les signaux de vente, peu importe ma technique d'entrée, encore une fois, que ce soit du chartisme, des rebonds sur moyenne mobile, des croisements de moyenne mobile, ou des indicateurs qui sont plus ésotériques que vous avez fait ou que vous avez pris à droite à gauche, même j'ai mis pour rigoler, même si j'ai rien construit, le code, donc je suis sûr qu'on peut gagner avec dans une tendance baissière comme ça. Au final, c'est vous que vous allez prendre que les parties baissières et que le marché est en tendance baissière, si et seulement si la tendance continue, vous êtes sûr et certain que les impulsions seront toujours plus grandes que les corrections, puisque sinon il ne pourrait pas y avoir de marché baissier. Donc forcément, il y a plus d'argent à se faire et si la tendance continue son train de vie, on va gagner. Donc là, en fait, j'essaie de vous mettre en lumière l'importance non pas de la technique d'entrée ou de votre manière de trader, mais plutôt l'importance d'avoir un biais vendeur. Et nous, on fait les biais vendeurs à partir de le journalier. On avait sur l'euro, c'était une des seules paires qui était en tendance baissière. Ça date du mois dernier, je ne sais plus les dates exactement, mais
c'est quand on venait des 1,30, donc on a démarré la tendance baissière en journalier à partir de là-haut, et à partir d'ici, on a dit, bon ben non, on ne prend uniquement que des positions à la vente, et puis ensuite, peu importe votre manière d'entrer, Fibonacci, stochastique, fourchette en gros, divergence, pour ceux qui veulent s'amuser à trader les divergences, à partir du moment où vous les prenez à la vente, et que dans la tendance baissière, elle va se poursuivre, vous savez que les amplitudes baissières seront plus grandes que les amplitudes haussières. Ça veut dire que pour un même risque, par exemple, quelqu'un qui va risquer, je sais pas moi, 20 pips à la hausse, il va avoir une limite de gain, puisque la correction est très courte, alors que pour le même risque de 20 pips, on va pouvoir avoir des gains largement supérieurs. Mais on va y revenir après justement dans tout ce qui est espérance de gain et probabilité. Alors, espérance de gain versus probabilité de gain. Donc la probabilité, c'est ce que font la plupart des débutants, parce que ça flatte l'ego, puis on pense que c'est ça le trading à la base. Je pense que tout le monde sait à peu près de quoi je veux parler. Ici, il s'agit en fait de gagner très souvent. Alors il y a plusieurs manières de gagner très souvent. C'est soit on minimise le temps exposé au marché, ce que font par exemple les scalpers, quand on est en gain, et on le maximise, pas ce que font les scalpers par contre, quand on est en perte. Donc je pense que quand on a commencé, on a tous fait pareil, on mettait des stops démentiels ou pas de stop, et puis on était perdant pendant plusieurs jours, plusieurs heures, et puis dès qu'on était gagnant, hop, c'est parti, on enregistrait le gain, on était tout content. Donc ça nous permet de gagner beaucoup plus souvent. Donc la probabilité, il s'agit de gagner très souvent en minimisant le temps exposé au marché lorsque l'on gagne, en maximisant le temps lorsque l'on perd, ou en coupant très rapidement ses pertes, comme le ferait par exemple un scalper. Donc l'idée en fait, c'est de repérer les scénarios les plus probables. Alors le problème, c'est que probabilité, prédiction, on ne peut pas prédire le marché. Il ne faut pas oublier que derrière le marché, il y a des opérateurs, et quand bien même vous aviez des outils super ou des théories, etc., il ne faut pas oublier que les opérateurs sont des êtres humains qui ont un libre arbitre. Donc c'est pas parce que j'ai un outil qui me dit qu'il va acheter que demain tous les opérateurs du monde vont acheter. Ils ont leur libre arbitre, demain il y aura peut-être une nouvelle qui les feront vendre ou ne rien faire. Donc il ne faut pas être trop aveuglé par les probabilités. Donc voilà, les deux manières de trader, c'est chercher la probabilité, donc avoir raison plus souvent, ou chercher la profitabilité. Alors le problème de la probabilité, c'est que vu que vous minimisez le temps pendant lequel vous gagnez et que vous maximisez le temps pendant lequel vous perdez, en général, vous gagnez moins que ce que vous risquez. Je dis bien en général, c'est pas tout le temps le cas. Ce qui signifie quoi? Ce qui fait en fait, vous êtes prêt à vous mouiller pour risquer 100 ou 200 euros et derrière vous gagnez que 30, 40, 50, 60 euros. Alors c'est bien, vous le faites très souvent, mais d'un point de vue rentabilité, je suppose qu'il y en a qui ont des entreprises où comprennent que d'un point de vue rentabilité, il faut investir peu et gagner au maximum. Et donc du coup, il y a l'autre aspect du trading qui est la profitabilité. Donc, moi je suis plutôt de la deuxième école. Alors ici, il ne s'agit pas de gagner souvent, il s'agit en fait de rationaliser le temps que l'on passe sur le marché, qui consiste en fait à gagner plus d'argent que l'on en risque. On en gagnera moins souvent, donc on va en fait maximiser le temps pendant lequel on est exposé au marché et on va minimiser, pardon, j'ai marqué maximiser, et on va le minimiser en fait lorsque l'on perd. Alors pour vous le représenter, imaginez une courbe. Ici c'est la courbe de votre compte, par exemple. Donc un coup vous gagnez, un coup vous perdez, un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Imaginez maintenant que vous ayez optimisé le temps pendant lequel vous gagnez. Et pendant que vous gagnez, vous surgagnez. Vous continuez à trader, en fait, vous exploitez les parties du marché dans lesquelles c'est facile de trader, dans lesquelles vous faites des gains, dans lesquelles votre stratégie est vraiment rentable. Imaginez que vous multipliez le risque que vous prenez par 2, ou que vous le laissiez à 1, mais que vous pyramidiez. Donc le pyramidage, ça consiste à remonter les stop-loss. En utilisant le gain que vous avez couvert avec vos stop-loss, vous permettez en fait de continuer à trader avec cet argent que vous avez gagné. C'est comme si demain, quelqu'un tape à votre porte, il vous demande est-ce que vous êtes prêt à investir avec moi 10 000 euros. Et claquez la porte au nez. Si maintenant, le lendemain, vous gagnez au loto et que la même personne revient, vous dit bon, c'est bon, je suis pas à 10 000 euros près, c'est parti. Donc là, c'est pareil, l'idée du pyramidage, c'est quand vous êtes en gain, vous remontez vos stop-loss, vous protégez donc une partie du gain. Donc soit on va s'endormir sur ce gain et on va atteindre l'objectif, c'est très bien, on aura fait un trade gagnant, ou alors on va agir comme des vrais traders, on va dire bon j'ai ce gain qui est bloqué, par exemple c'est un gain de 50 euros. Et pourquoi est-ce que je risquerais pas, tiens, 5 fois 10 euros, donc, mais je vais faire 5 trades à 10 euros de risque et je vais essayer d'en gagner peut-être 2 ou 3. Et sur ces 2-3 trades, je vais risquer à chaque fois 10 euros et je vais essayer de gagner 20 ou 30 euros, donc 2-3 fois ce que j'ai risqué. Donc sur 2 trades, peut-être ça se passera bien, 3 ça se passera pas bien, donc je vais perdre 3 fois 10 euros, donc moi je vais perdre 30 euros, et je vais gagner 2 fois 20 euros, 2 fois 30 euros, donc je vais gagner 60 euros. Donc bien en décours, j'aurais gagné mon premier trade, plus je l'aurais pyramidé, et je n'aurais pas pris plus de risques, puisque le risque était absorbé par le gain que j'étais déjà en train de faire. Donc nous, on va surtout travailler comme ça. Donc imaginez, voilà, quand vous avez raison, vous pyramidez ou vous multipliez vos risques. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de gagner ça, vous allez gagner le double.
Quand vous commencez à perdre, au lieu de s'acharner, vous allez apprendre à gérer vos positions perdantes, vous allez les couper très tôt, vous n'allez pas essayer de le rattraper à tous les coups, vous allez plutôt dire bon, c'est bon, la journée est terminée pour moi, j'ai essayé de choper ce mouvement en 30 minutes, je sais qu'il y a 2-3 mouvements par jour en 30 minutes, je préfère trader celui du matin, bon celui du matin a mal fonctionné, je laisse tomber, je reviendrai demain. Donc je limite au maximum la perte et puis je recommencerai demain. Et puis le lendemain, donc, je limite beaucoup la perte au lieu d'avoir une grosse perte, donc au lieu de perdre juste ça, je perdrai juste ça. Et le lendemain, quand je vais gagner, je vais encore maximiser. Et du coup, artificiellement, la performance est positive, alors qu'au final, notre stratégie donnait des gains, des pertes, des gains, des pertes. Donc c'est ça en fait, chercher la profitabilité, c'est avoir une stratégie qui peut être gagnante ou pas, mais quand on a raison, en fait, on va maximiser le gain, on va chercher vraiment plus de profitabilité. Et le plus important, c'est pas l'entrée, mais la sortie et la gestion du trade. Parce que quand vous perdez, c'est pas parce que vous êtes mal rentré, c'est parce que vous êtes sorti en perte, point final. Alors après, on pourra toujours dire oui, mais si je rentre mieux, peut-être que j'aurais évité la perte, etc. Mais en général, quand vous perdez, c'est parce que vous sortez. Donc le point de sortie est très important. Et la gestion du trade est également très importante. Donc après, vous avez 3 méthodes pour entrer, bon, ça on va passer dessus, c'est pas important. C'était vraiment dans l'introduction pour bien vous expliquer ce que c'est que l'espérance de gain par rapport à la profitabilité de gain. Alors, exemple, vous avez une tendance haussière qui pourrait représenter n'importe quel marché. Donc quelqu'un qui va chercher la probabilité de gain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être rentrer sur la cassure, je l'ai mal fait, j'ai oublié ma tablette. Donc il va rentrer en fait sur la cassure par exemple de la droite de tendance baissière, il va rentrer ici. Il va mettre un stop très large, puisqu'il a peur du bruit du marché, il a pas envie de se faire sortir, donc hop, on élargit les stops ou on n'en met pas. Et puis dès qu'on a un petit gain intéressant, on va le couper. Ensuite il va essayer de rentrer ici. En général il va rentrer un peu tard parce qu'il va essayer d'attendre quelque chose d'intéressant. Donc il va rentrer une deuxième fois ici, il va mettre encore un stop loss large, etc. Ensuite il va re-rentrer ici, il va mettre un stop loss large, il sera content, ça va descendre, après ça remonte, il va gagner de l'argent. Bon. Au final il aura fait 100% de taux de réussite, sauf que il a gagné ça alors qu'il avait risqué ça. Ensuite il a gagné, je sais pas moi, il a peut-être gagné ça alors qu'il avait risqué tout ça. Et puis ici, il avait risqué tout ça et il a gagné tout ça. Bon, c'est très propre, il a quand même gagné de l'argent, mais est-ce qu'il a vraiment été rentable? Maintenant, on peut prendre un autre trader qui lui va perdre beaucoup plus souvent. Je vais juste changer la couleur, pour pas qu'on les confonde. Allez, magenta. Donc il va rentrer peut-être une première fois ici. Il va mettre un stop loss très court, il va se faire sortir. Donc lui déjà, il va enregistrer une perte. Ensuite, il va faire la même chose ici. Il va mettre un stop loss très court. Ah, là par contre, il va gagner. Et en plus qu'il gagne, pendant toute cette partie-là, il va pyramider. Alors je vous donne un exemple de pyramidage. Imaginez que vous vous réveillez, vous êtes en 30 minutes et puis vous avez une tendance qui est neutre, ce qui arrive souvent le matin, puisque vous avez les positions en fin asiatique. Donc les gens commencent à faire rouler leurs positions, commencent à prendre leurs bénéfices, la volatilité commence vraiment à se réduire, et puis on va attendre l'arrivée des liquidités européennes, l'ouverture des marchés européens, londoniens, etc. Donc à partir de 9h, bien souvent, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse accélération. Donc imaginez qu'on soit lundi et on prenne cette première grosse accélération lundi. On se fait avoir, tant pis. On recommence mardi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameuses accélérations du matin, vous en avez chaque fois, chaque semaine, entre 2 et 3 qui sont énormes. Donc vous gardez les marchés sur du 30 minutes pendant une semaine, et si vous regardez ça pendant plusieurs mois, vous verrez qu'en moyenne, vous avez entre 2 et 3 mouvements vraiment énormes, dans lesquels vous pouvez ensuite pyramider. C'est-à-dire que d'entrer une seule fois le trade en 30 minutes, après vous allez le suivre en M5, en M1. Donc vous allez par exemple trader le M5, le M1, donc chercher des setups, sauf qu'au lieu de les chercher sur du 30 minutes, vous allez les chercher en 5, en 1 minute. Et donc vous allez profiter en fait tant que le mouvement gagne. Donc là vous faites un gain, donc c'est ce qu'on appelle le reward ratio, donc le ratio qui existe entre votre risque et votre gain. Imaginez que là vous ayez fait un reward ratio de 2, ce qui signifie qu'en gros vous avez risqué au début 50 € pour en gagner 100. Et qu'en plus pendant ce mouvement vous êtes rentré une ou deux fois en M5, en M1, et vous avez fait des petits trades en M5, en M1, peut-être que vous avez fait un ratio de 3. C'est-à-dire qu'au final, vous avez risqué en tout 50 €, puis à la fin de votre journée, vous avez 150 €. Ensuite, vous allez re-rentrer ici, petit stop, ça se passe super bien, tant mieux. Et puis vous allez re-rentrer ici, là vous allez faire une perte, et puis vous allez re-rentrer ici, là vous allez faire un gain. Donc bilan des courses, bon, je fais 2 pertes, donc j'ai un taux de réussite qui est bien moindre que le premier. Le premier, il est content parce qu'il a 100%. Moi, bon, j'ai peut-être 60% de taux de réussite, mais si après on fait le bilan comptable, j'ai risqué beaucoup peu, enfin j'ai risqué beaucoup peu, j'ai risqué beaucoup moins que lui, mais j'ai gagné beaucoup plus, puisque à chaque fois que j'ai risqué 50 €, moi j'essaie d'en gagner 100, 150. Donc ce qu'il y a bien dans le suivi de tendance, c'est que si vous adoptez une stratégie à forte profitabilité, ce qui signifie qu'en gros vous allez essayer
donc ce qu'on appelle le reward ratio, de gagner 2 ou 3 fois ce que vous avez risqué. Donc vous avez un stop de 20 fixe et essayez d'en aller chercher 60. Vous avez un stop de 10, c'est petit, mais essayez d'en aller chercher 20 ou 30. Vous avez un stop de 40, essayez d'aller en chercher 80. Donc l'idée, ça va être ça, et ça c'est très facile, entre guillemets très facile, si vous respectez la tendance. Et si on avait adopté ce type de technique avec, par exemple, mon chartisme ou mes rebonds sur support-résistance, qu'à chaque fois que je rentrais, j'allais essayer de chercher le ratio, là finalement ça passait. Et qu'est-ce que je fais? J'enchaîne des gains hallucinants. Et ça peut aller très vite. Sans exagérer, on peut gagner beaucoup d'argent, parce que imaginez à chaque fois vous doublez votre risque. Chaque fois que quelqu'un veut risquer 2% par trade, il en risque 2, mais à chaque fois qu'il fait un trade gagnant, il gagne 4, 5, 6, 7% sur un seul trade. Donc s'il a un taux de réussite de ne serait-ce que de 50%, si dans 50% des cas vous gagnez 2-3 fois ce que vous risquez et dans les 50 autres vous perdez, les seuls qui perdront de l'argent finalement ce seront les gens qui vont craquer, parce que quand ils perdent, vous savez tous que psychologiquement si vous perdez, vous allez défaillir, donc vous allez faire des conneries, donc vous n'allez peut-être pas être sur les bons marchés, vous allez papillonner. Par exemple, je vous donne l'exemple enfin on va en parler après, je ne vais pas m'étendre, on parlera après de l'organisation du trading en tendance. Et voilà, on parlera donc du papillonnage. Et voilà, dans une tendance, vous avez une forte propension à pouvoir aller chercher les ratios, c'est-à-dire à avoir des stop-loss plus petits que les take profits. Mais voilà, c'est pas tout le temps le cas, puisqu'une tendance, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc l'objectif de cette conférence, c'est d'expliquer en fait, en fonction de l'évolution du mouvement, quelles sont les stratégies les plus rentables, les plus profitables à certains moments du mouvement. Alors, d'abord, il faut qu'on s'entende sur la découpe d'un mouvement, donc ce qu'on appelle le MTF, le multi-time frame, donc multi-unité de temps. Donc il s'agit en fait de regarder un mouvement, une tendance sur au moins 2 unités de temps. Donc je vous parlais d'Europe tout à l'heure, puisqu'en fait en journalier on était dans une tendance baissière. Donc là je vais dessiner en 4 heures et en 30 minutes. Donc regardez bien, ici vous avez donc une flèche bleue qui descend. D'accord? Donc c'est juste quelques bougies qui se courent après, qui sont des bougies baissières. C'est pas ça une tendance baissière, on est d'accord? Une tendance baissière, c'est tout ça. Regardez, les plus bas sont de plus en plus bas. D'accord, donc on a bien une tendance qui est baissière. Au-dessus en journalier, vous pourrez regarder, on est bien baissier, on a une belle baisse. Et qu'est-ce qu'on voit en 30 minutes? En 30 minutes, on voit que cette partie baissière ici, en fait, elle correspond à cette longue tendance baissière 30 minutes. Cette petite partie haussière ici, ma flèche bleue, elle correspond à cette petite tendance haussière en marron et puis cette grande tendance haussière verte. Et ainsi de suite. En fait, si vous faites gaffe, et c'est ça ce qu'il y a bien avec le MTF, c'est que chaque jambe d'une tendance, vous voyez ici correction, impulsion, neutre, impulsion, etc., correspond à une tendance subalterne. Donc si vous regardez les 30 minutes, vous avez ici la tendance baissière, une théorie de dos, là j'ai pas zoomé mais faites-moi confiance, c'est théorie de dos, donc ça correspond à ça. Ensuite regardez, on a une tendance haussière, donc je dessine, ça correspond à ça. Ensuite on a une tendance baissière, bon, j'ai oublié de mettre la tendance haussière entre les deux. Donc ici on a la tendance baissière, tendance neutre, voilà j'ai ma petite flèche, tendance baissière, tendance haussière, etc. Donc ce que je disais tout à l'heure au niveau des tendances, ici ça se vérifie également. Si vous calculez les amplitudes des tendances haussières, vous verrez qu'elles sont toujours plus petites que les amplitudes des tendances baissières. Donc imaginez quelqu'un qui va uniquement chercher à faire des positions vendeuses. Par exemple ici, il prendrait des ruptures de canaux, ou encore une fois des Fibonacci, si je veux tracer les Fibos, parce que c'est le même graphique que tout à l'heure en fait, c'est le même graphique qu'ici. C'est juste que j'ai zoomé, mais c'est exactement la même chose, donc toutes les stratégies dont on parlait tout à l'heure, chartisme et compagnie, vous pourrez très bien les utiliser ici. Donc encore une fois, on dit souvent la tendance est ton ami, c'est vrai, et il faut essayer vraiment de la respecter. Maintenant on va voir qu'après il y a plusieurs difficultés, puisque même si tout le monde essaie de respecter la tendance, force est de constater que pas beaucoup de monde sont gagnants, donc il y a quelque part quelque chose qui est peut-être difficile dans le suivi de tendance. Andrian en parlait ce matin, parce qu'il vous parlait des divergences, il vous disait ouais, la tendance, ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas trop quand rentrer, des fois on arrive un peu tard, c'est vrai que c'est très difficile comme situation, mais bon, le mieux ça va être d'essayer de la respecter. Donc voilà pour comment est-ce qu'on découpe un mouvement en MTF. Donc j'ai besoin en fait que vous compreniez bien ça, parce que pour la suite justement ça va être assez important. Donc ici en fait on a une tendance baissière en journalier, ensuite j'ai découpé des segments en H4 qui constituent une belle tendance baissière, et j'ai découpé sur du M30 ce à quoi correspond en fait chaque jambe. Donc ici la jambe baissière, haussière, baissière, etc. Donc ça correspond en fait à des tendances subalternes. Et donc nous on va essayer de voir justement en fonction de l'évolution de ces tendances, donc que ce soit subalterne, supérieure, inférieure, etc. L'évolution du risque et donc quel type de stratégie est la plus intéressante. Alors là je vous l'ai mis en plus gros, donc ça qu'est-ce que c'est? C'est 30 minutes voilà, sur lequel j'ai zoomé. Donc là vous voyez bien ici une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière et la tendance baissière. Donc ici, si on regardait le H4, on avait bien un truc comme ça. Après je suis censé faire des dessins. Pour vous représenter vite fait donc,
l'évolution d'une tendance. Donc imaginez un graphique en journalier en tendance haussière. À quoi va ressembler le H4? Donc en fait, le H4, comme j'ai dit, chaque pas, chaque jambe de la tendance est une tendance baissière inférieure. Donc en H4, vous aurez ici une tendance haussière, ici vous aurez une tendance baissière, ici vous aurez une tendance haussière, ici une tendance baissière, ici une tendance haussière, etc. Et en 30 minutes, vous aurez la même chose. Un vert. Donc voilà, je vais le faire un peu bizarrement, mais donc ici vous aurez une tendance haussière en M30, ici vous aurez une tendance baissière en M30, ici une tendance haussière en M30, etc. Donc l'idée ça va être d'essayer de rentrer à la fin des tendances baissières M30, donc de rentrer ici, en fait de rentrer dans les creux H4, et également de rentrer dans les gros creux du journalier. Donc essayez de vous représenter une tendance comme ça, sur 3 unités de temps. Alors, maintenant, représenter l'évolution du risque en fonction donc, de l'évolution de la tendance. Alors déjà dans une tendance, il faut reconnaître différentes zones. Donc je vous les ai mises ici en rouge, jaune et vert. Donc vous avez les zones rouges qui représentent les endroits où le prix est faible à la hausse. Alors, je change de couleur. Donc c'est ici, ici, ici et ici. Ensuite, vous avez en vert les zones où le prix est faible à la baisse. Donc c'est ici et ici. En fait, ça consiste à dire que la tendance baissière, elle commence à faiblir à partir de ce niveau. À partir de ce niveau, la tendance haussière, elle commence à faiblir à partir de ce niveau. Donc la difficulté, ça va être de repérer ces zones-là sur un graphique, mais si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué au MTF, si ici c'est un graphique 4 heures, ça c'est donc une tendance M30, donc une tendance haussière, et ça c'est une tendance baissière en 30 minutes. Donc en fait, la zone d'inversion de la tendance M30, c'est la zone de faiblesse de la tendance supérieure H4. Donc je pense que ça sera logique pour tout le monde si je vous dis que vous ne pouvez pas du tout trader de la même manière lorsqu'on est dans les zones rouges, lorsqu'on est dans les zones vertes et lorsqu'on est dans les zones jaunes. Donc c'est ça en fait l'objet de la conférence, ça va être de comprendre quelles sont les stratégies les plus rentables en fonction que l'on soit dans la zone jaune, rouge ou verte. Et l'autre difficulté, ça va être de le repérer graphiquement, ces zones de difficulté, mais voilà, comme je vous ai dit, regardez les tendances inférieures, un sommet, qu'est-ce que c'est? C'est quand on passe d'une tendance haussière M30 à une tendance baissière M30, ça crée un sommet H4. Le sommet H4, c'est délicat à trader, donc justement, on va le voir. Alors, maintenant des graphiques. Donc, je vous ai dessiné 3 graphiques qui représentent 3 types de stratégies que vous, en général, vous allez avoir. Donc, vous avez ceux qui vont avoir un petit stop et une cible 2 fois plus grande. Donc, c'est plutôt ce que j'aime faire. Ça me correspond, je ne vous dis pas de faire la même chose, il faut que vous tradiez comme vous le sentez. Moi, je le sens comme ça. Ensuite, en bleu, ceux qui vont trader avec un stop qui est grand, mais qui ont une cible toujours 2 fois plus grande, c'est-à-dire qui élargissent les stops. Donc contrairement à moi qui préfère des stops plus larges, moi j'aime bien les petits stops, j'aime bien avoir tort rapidement, j'aime pas trop rester sur le marché, mais qui ont quand même gardé cette idée d'avoir un objectif 2 fois plus grand, parce que voilà, vous avez vu la conférence, et la seule chose que vous avez retenue, vous, c'est 2 fois ce que j'ai gagné. Donc peut-être que vous aimez bien les stops larges, et du coup, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer de trouver une tendance baissière en journalier, et puis vous allez essayer de la suivre, on va en parler après. Donc voilà, l'idée c'est vous avez ceux qui utilisent en fait des stops larges, mais qui ont quand même écouté la conférence et qui disent ah ouais, il faut que j'utilise un stop 2 fois plus grand. Et puis vous avez, je pense, la majorité qui ont un stop grand et une cible plus petite que votre stop loss. Donc j'ai représenté l'évolution du taux de réussite, c'est-à-dire la probabilité que vous avez de gagner. Vous allez voir, c'est extrêmement logique, parce qu'il faut avoir une approche logique. Donc avec un petit stop et une cible grande, donc en fait la manière dont moi je trade, au début du mouvement, donc quand le mouvement commence, les premiers prémices en fait du mouvement. Donc vous savez qu'au début sur un particulier, plus on rentre tôt, ça vous le savez, même si on a un timing qui est bon, en général il y a du bruit, donc comme vous savez, plus vous rentrez tôt et plus c'est délicat. Donc forcément je vais avoir un taux de réussite merdique au tout début. En plus de ça, j'ai un petit stop, c'est-à-dire que je vais me faire sortir assez souvent. Celui qui a un stop 2 fois plus grand, lui par contre il est pépère. Au début du mouvement, il a un stop qui est assez large, donc il va pouvoir aspirer plus de drawdown contre lui, donc forcément il aura un taux de réussite plus important que moi au début du mouvement. Encore une fois, le début du mouvement, c'est très simple, hein. Là vous avez une tendance baissière, le début de la tendance haussière c'est ici. C'est quand on fait en fait, c'est les fameuses zones, vous savez ici, là,
on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc moi quand je vais rentrer là-haut, quand je vais essayer de rentrer là-haut, je vais essayer de suivre la tendance, mais là je ne la suis pas, mais plutôt quand je vais essayer de rentrer ici, donc dans le creux, ou rentrer ici, vu que j'ai un petit stop, je vais avoir un taux de réussite plus faible que ceux qui auront un stop plus large. Donc ceux qui mettent des stops larges, vous savez qu'en début de tendance, vous avez un taux de réussite qui est assez honorable par rapport au mien. Et puis il y a ceux qui mettent un stop vraiment très grand et une plus petite cible. Donc finalement, eux, ils vont avoir un fort taux de réussite. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont peu de chances que le mouvement aille trop contre eux, parce qu'ils vont avoir un stop tellement large qu'ils vont aspirer une grosse partie du mouvement défavorable. Et en plus, ils vont sortir tôt. Donc au final, ils vont risquer 20 pips pour gagner 5. Donc quelle est la probabilité de faire moins 20 ou plus 5? Vous avez plus de probabilité de faire plus 5 que moins 20. Par contre, quelle est la probabilité de faire moins 5 ou de faire plus 20? Si j'avais mis un stop de 5 et une cible à 20, j'aurais moins de probabilité. Donc ça, j'espère que tout le monde l'a bien intégré. Donc plus j'ai une cible large, et moins mon taux de réussite est élevé au début du mouvement, à cause du fait que mon parce que mon stop loss est petit. Plus j'ai un stop large, et plus par contre ma probabilité de gagner est importante. Donc j'ai mis ici, rentrer tôt, taux de réussite bas pour moi. Rentrer au début, qu'est-ce que j'ai foutu? Rentrer au début. Ah oui, voilà, rentrer trop tôt, donc c'est ici, anticiper, donc un taux de réussite qui est bas. Rentrer au début, donc on va dire dans cette zone-là, quand le mouvement commence vraiment à partir, quand on a les premiers signes de rentrée, parce que là j'avais un peu anticipé. Donc là j'ai un taux de réussite qui est élevé, mais qui n'est pas non plus faramineux. Et puis quand je rentre à la fin du mouvement, forcément le taux de réussite est très bas. Réfléchissez bien, même si je ne sais pas quand est-ce que le mouvement se finit, à la fin du mouvement, il n'y a plus de potentiel haussier ou baissier. Donc si j'essaye de gagner 2 ou 3 fois plus que ce que j'ai risqué, je vais avoir un petit problème. Quand je vais essayer d'acheter là-haut et que je vais essayer je vais risquer 20 pips et je vais essayer d'en gagner 40, je vais avoir un petit problème, ça ne va pas atteindre. Donc au final, l'évolution de mon taux de réussite, c'est au tout début il est faible, à la fin il est extrêmement faible, et puis je vais avoir un pic, c'est-à-dire qu'au bout un peu après le début du mouvement, je vais avoir en fait un fort taux de réussite, c'est-à-dire que le mouvement est lancé, donc si je mets des stops plus petits et des cibles plus grandes, finalement ça fonctionne bien. L'évolution de ceux qui ont un stop grand et une cible 2 fois plus grande, vu qu'on démarre très haut, on va monter également, et on va descendre plus rapidement que le vert. Alors c'est assez logique, puisque moi je vais mettre, imaginez que je vais mettre un stop loss de 10 pips, donc je vais gagner minimum 20 pips. Donc quand on arrive ici à la fin du mouvement, moi pour gagner 20 pips, j'ai cette probabilité-là. Lui il a un stop plus large que moi, parce qu'il met un stop de 40, donc il se dit qu'il faut qu'il gagne 80 pips. Donc forcément, sa probabilité de gagner 80 pips, elle est plus faible. Pourquoi? Parce que moi, je vais gagner que 20 pips, donc je vais minimiser mon temps exposé au marché que sur 20 pips. Lui, il va le faire sur 80 pips, donc 4 fois plus que moi. Donc forcément, en 20 pips, peut-être qu'il ne va pas y avoir de retournement ou d'aléa. En 80 pips, il y a le temps de se passer plein de choses. Donc c'est pour ça qu'au début, il a un taux de réussite plus fort que moi. Par contre, après, son taux de réussite va chuter. Et puis, lui, c'est le plus tranquille. Lui, son taux de réussite, il va être assez stable, donc il va gagner très souvent, même en fin de mouvement, parce qu'en fin de mouvement, quand on arrive ici, lui il va mettre un stop très large, par exemple, j'exagère, mais ici, et puis il va sortir en gain ici, parce qu'il va sortir vraiment très tôt en gain. Donc au final, lui, son taux de réussite, à part en fin de mouvement, oui, ça peut être néfaste pour lui, il ne va pas être trop pénalisé. Mais bon, le taux de réussite, comme vous savez, c'est pas le plus important, ça va être la probabilité, enfin l'espérance, de gain. Alors l'espérance de gain, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, quand je rentre sur le marché, quelle est, en fonction de ce que j'ai risqué, combien est-ce que je peux gagner. Donc je pense qu'il est logique pour tout le monde de dire que quand je rentre au tout début du mouvement, quel est mon potentiel de gain? C'est tout le mouvement, donc j'ai un potentiel de gain énorme. Donc quand je vais essayer d'avoir un stop relativement petit et un gain 2 fois plus grand, forcément mon espérance de gagner au début du mouvement elle est très forte. Par contre, plus j'avance dans le mouvement et plus mon espérance de gain va être faible. Logique, quand je suis à la fin du mouvement, quand le mouvement commence à donner ses signes de faiblesse, je vais avoir moins de chance puisque le mouvement va se retourner, donc j'ai moins d'espérance de gain. C'est-à-dire que pour tous ceux qui font du suivi de tendance et qui vont rentrer, puisque vous dites, bon voilà, on m'a dit de faire du suivi de tendance, c'est super simple, etc. C'est ce que je fais. Alors je prends une tendance, on m'a dit de le faire, et puis je prends un setup, boum, ça marche pas. Bon, tant pis, alors je vais sur un autre marché, je vais essayer de trader une autre tendance sur une autre paire. Ça se passe mal aussi, je comprends pas, on m'a dit que le suivi de tendance c'était super, etc. Oui, c'est parce que comme une tendance, c'est comme un cheval, c'est un rodéo en fait, vous devez grimper dessus du début jusqu'à la fin. Par exemple, nous sur le ROAD, on l'a tradé du début, dès qu'on a vu qu'en journée ça commençait à baisser, on a attendu un peu la clôture de la bougie, et puis pendant 2 semaines, 3 semaines, on a fait que la vente ROAD. Alors on a loupé du coup plein de beaux trades peut-être ailleurs, mais on s'en fout, on était sur cette tendance, ce qui fait que on a pu prendre toutes les opportunités de ROAD à la baisse. On n'a pas loupé une seule, alors on a pris les mauvaises, on a pris les bonnes aussi. Alors que quelqu'un qui va suivre la tendance mais qui ne va pas la suivre, parce
que c'est bien beau de dire je suis la tendance, mais si vous faites du suivi de tendance sur 10 paires en même temps, vous n'allez pas être optimal. Vous allez prendre un bon trade, un point mauvais trade, un point mauvais trade, un point mauvais trade. Et en général, comme vous flirtez avec 10 paires, ça va mal se passer parce que vous n'allez jamais rentrer au début, jamais rentrer au milieu. En gros, vous allez peut-être rentrer ici, là où les taux de réussite ne sont pas forcément glorieux et là où les espérances de gain ne sont pas forcément glorieuses. Du coup, plein d'entre vous n'ont pas forcément une bonne image du suivi de tendance, mais c'est parce que vous ne suivez pas réellement la tendance. Ceux qui vont suivre la tendance, c'est ceux qui vont rentrer au début, au milieu et à la fin. Donc à la fin, ils perdront de l'argent, au début ils en gagneront beaucoup, et puis au milieu ils en gagneront également. Et ceux par contre qui ont un stop très grand et une cible plus petite, leur espérance de gain elle va être très basse, mais elle va être constante. Puisque c'est quoi l'espérance de gain? Encore une fois, c'est combien est-ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous allez risquer. Donc vous allez gagner peu puisque vous risquez beaucoup plus, vous risquez 100 € pour en gagner 50, mais au moins ça va être stable. Et au bout d'un moment même, vous allez voir que la stratégie d'avoir un stop plus grand et une cible plus petite, en fait on remarque à la fin, parce que justement une divergence est créée par le fait que ce bras-là, cette jambe-là, est plus petite que celle-ci. Donc forcément sur l'indicateur, il ne fait pas le même écart, il fait un écart plus petit. Donc là vous commencez dans un marché en tendance haussière à avoir une divergence ou à avoir des indications à la hausse. Vous dites tiens, le marché est en train de se redresser, donc je suis peut-être au tout début d'un mouvement. Donc on se réfère au tableau, quelle est la stratégie la plus intéressante au début d'un mouvement? Alors celle qui est la plus rentable, c'est la verte ou la bleue. Donc ensuite je vais en faire en fonction de moi. Est-ce que c'est pas grave si j'ai un taux de réussite faible? Est-ce que ça va, je peux faire avec? Ou est-ce que j'ai besoin d'un taux de réussite élevé? Ça veut dire en gros, est-ce que j'ai, excusez-moi, les couilles de tenir en fait des pertes? Ou est-ce que finalement je suis pas capable d'assumer des pertes et il faut que je gagne souvent? Donc pour moi, les pertes, je m'en fous, je suis plus impacté par le manque à gagner, c'est-à-dire par un trade que je vais louper. Mais la perte, finalement, c'est pas grave, c'est le quotidien. Par contre, ceux qui refusent la perte, essayez d'avoir au tout début d'un mouvement des stops larges. C'est-à-dire, vous voyez une divergence, mettez un stop large, vous avez le temps parce que vous êtes au début du mouvement. Un stop large est donc une cible 2-3 fois plus grande. Et puis, en fonction de l'évolution du mouvement, vous allez pouvoir changer de stratégie. Puisque quand le mouvement démarre bien, parce qu'on ne sait pas s'il faut le mouvement va s'arrêter net, mais si le mouvement continue, au bout d'un moment, regardez, la probabilité de gagner avec un stop loss petit et une cible de plus grande est intéressante. Donc par exemple, ici, imaginez que au début je rentre parce que j'ai une divergence en 30 minutes, et puis ensuite, pendant toute cette partie-là, je vais rentrer des trades en M5 et en M1, donc à court terme avec des petits stops, avec des gains plus élevés. Et puis ensuite, je vais voir une faiblesse du marché à partir d'ici. Donc je me dis, tiens, le mouvement a commencé à 9h du matin, comme je sais que les cycles en intraday au niveau des devises, ça peut être 9h, 11h30, un mouvement qui commence à 9h en général, il meurt à 11h30. Il est 10h30, je me dis, tiens, c'est peut-être la fin de mon mouvement, qu'est-ce que je fais encore là à le trader avec des stop loss différents. Donc là, j'ai changé de stratégie et je vais me dire, puisque je sais que je suis en fin de mouvement, je sais que la stratégie qui va me permettre de gagner plus d'argent, ça va être ici la violette. En fait, ça, c'est l'espérance, c'est la courbe de gains que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, au tout début, vous avez des gains très énormes, très conséquents que vous pouvez faire. À la fin, si vous avez des stop loss petits et des cibles grandes, vous avez un taux de réussite bidon et en plus, vous avez vous avez une espérance de gain bidon. Vous voyez ici, j'ai fait des petits croisements. Là, c'est des zones rouges, je ne sais pas si on la voit, ouais, on la voit pas mal. Donc ici, cette zone rouge, c'est la zone dans laquelle cette stratégie finalement est la moins intéressante, c'est-à-dire celle où on met des stops petits et des cibles grandes. En fait, cette stratégie est très intéressante au tout début, elle est très intéressante au milieu du mouvement, mais quand on commence à avoir des signes de faiblesse, c'est mort. Par exemple, l'approche d'un support, imaginez, vous êtes dans un range. Est-ce que je peux dessiner? Vous êtes dans un range en journalier, et puis vous avez acheté, par exemple, Adrien ce matin montrait sa vente de l'or. Donc imaginez, vous suivez Adrien, et comme je disais tout à l'heure, vous écoutez les analyses des FX pour donner la stratégie. Donc la stratégie ici, c'est je vends le haut du range. Et vous allez commencer à trader. Donc vous savez que plus on va s'approcher du support, et moins la stratégie petit stop et cible large va être rentable. Donc au tout début, il ne faut pas hésiter à mettre un stop relativement court et une cible beaucoup plus grande. Et plus on va s'approcher de la fin du mouvement, et plus la meilleure des stratégies, ce sera la violette. C'est-à-dire celle qui consiste à mettre un stop large. Par exemple, quand on arrive en bas, on pourrait très bien mettre un stop loss ici, au milieu, et aller chercher que des petits trades. C'est pas grave. Par contre, le risque doit être le même. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui font du low sizing. C'est extrêmement important de le faire. Le low sizing, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de prendre tout le temps 0,1 lot. Et donc, quand je mets des stops larges, je risque beaucoup. C'est d'adapter la taille de position en fonction du stop loss. C'est-à-dire que votre risque, c'est 100 €. Vous devez le diviser par votre stop. Si vous risquez 100 € sur 50 pips, vous allez avoir une position conséquente. Si vous risquez 100 € sur 10 pips, la position sera 5 fois plus grosse. Donc il faut faire du low sizing, sinon bien sûr, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc au début je risque 100 € sur un très petit stop, donc je vais avoir une position énorme.
Ici, je vais risquer 100 €, mais sur une, quand je suis à la fin, 100 €, mais sur un stop loss énorme, donc je vais prendre des petits trades en fait, avec un petit levier, avec des stop loss beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce que comme j'arrive potentiellement en fin de mouvement, parce que j'arrive en bas, que j'ai peut-être une divergence, ça commence à se calmer, ben, je sais que je peux plus avoir d'aussi gros écarts que quand j'étais là-haut. Donc je vais changer de stratégie. Donc en fonction de ce que vous estimez d'être du début, du milieu ou de la fin du mouvement, il faut que vous adaptiez un tout petit peu votre stratégie. Donc soit stop loss petit, cible grande, ou stop loss moyen, cible 2 fois plus grande, ou stop loss énorme et cible petite. Alors là, je vous ai montré, par exemple, des trades qu'on a passés. Donc, on avait une tendance baissière en journalier, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On avait une belle phase 2, on s'est revenir sur la bande de vol. En H4, qu'est-ce qu'on avait? On avait une tendance neutre. Donc l'idée, c'était d'essayer de vendre en fait le plus haut possible. Et le plus haut possible dans une tendance neutre, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est le haut de la tendance neutre. Donc en fait, quand on est arrivé là-haut, c'est là-haut que nous, on allait chercher des trades à l'avance. Donc par exemple, début de tendance baissière en M30. Donc, on vend finalement ici, vous avez mis une divergence ici pour ceux que ça intéresse, divergence MACD, pour ceux qui veulent traiter les divergences. On est ici, hein, on est à ce niveau-là. Donc ici, la stratégie consistait à dire, ben, je dois avoir uniquement un biais vendeur, tant que je reste sous ma zone bleue, parce que c'est la zone en dessous de laquelle, pour moi, je suis fortement baissier. Au-dessus, pour moi, c'était une faiblesse de la tendance. Et donc, ben, je vais chercher maintenant à court terme, uniquement des positions à la vente. Donc si je veux rentrer sur la nouvelle tendance baissière, ben, je rentre ici. Si je veux rentrer sur la divergence, je rentre ici. Si je veux rentrer sur un croisement de MACD, je rentre ici, stochastique, etc. Ensuite, je mets un stop. Ben, si j'anticipe, tout le monde peut anticiper, parce qu'on était ici sur la zone de résistance. Sur la zone de résistance, c'est ici. Et là, vous voyez que je fais un tout petit range en M5. Donc je vais essayer de trader, par exemple, au tout début, le rebond sur le M5. Donc je vais rentrer très tôt. Donc je sais que si je rentre très tôt, j'ai un taux de réussite qui est bas, vous vous rappelez la courbe. Par contre, j'ai une capacité de gain énorme. Donc on a décidé de rentrer très tôt. Par chance, le trade est passé. Le stop loss n'a pas été touché. Et on a continué à trader en fait en M5. Donc on rentrait avec des stops petits. Et puis plus on s'approchait en fait de la fin du mois, c'est-à-dire plus on s'approchait de ce support puis de celui-ci, plus en fait on élargissait les stop loss et des gains plus petits. Ce qui permettait, quand on était ici à la fin, par exemple, si je rentre ici et que je mets un stop ici et que je vise ce gain-là, je le fais. La même chose, si je rentre par exemple ici, je mets un stop petit et que je vise ce gain, là ça passe pas. Par contre, si je rentre ici, que je mets un stop énorme et que je mets un petit gain, là ça passe. Donc, n'hésitez pas à modifier votre stratégie en fonction de l'évolution du prix. C'est ce qu'on fait, ça se passe assez bien comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut apprendre à s'organiser quand on fait du trading en tendance. Donc le problème, c'est que la plupart du temps, quand vous voulez trader les tendances, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre plusieurs lèvres à la fois. Je prends l'exemple de personnes qui vont par exemple choisir en début de semaine soit EUROD, soit EURYEN, je sais pas, soit ODCAD. Donc vous allez suivre les trois en même temps, vous allez faire une perte sur EUROD, du coup vous êtes frustré et vous allez aller sur l'EURYEN. Le problème, c'est que une tendance, ça se suit, encore une fois. Donc c'est pas parce que vous faites une perte sur l'EUROD que vous allez arrêter de trader l'EUROD. Vous avez fait une perte, vous la prenez, point barre, et puis vous allez ensuite continuer à suivre l'EUROD tant que ce que vous avez décidé de trader, à savoir la tendance baissière sur l'EUROD, n'est pas terminé. Donc si on reprend le graphique ici, il y a plein de trades qui se passent mal. Hein. Voilà, j'ai pris le dernier, heureusement il était gagnant, mais j'aurais pu prendre par exemple celui-ci. Ici on s'est fait complètement déchirer. Mais c'est pas grave, si ici on se fait avoir, et qu'ensuite on est frustré parce qu'on se dit ouais, j'ai suivi la tendance, je rentre, je perds, donc je vais sur un autre marché. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez louper le trade ici, et puis tous les autres trades. Donc vous allez avoir une sorte de frustration. La frustration, comme vous savez, avec le trading, n'est pas forcément compatible. Donc ça risque de très très mal se passer. Donc comment on organise le trading en tendance? Déjà, on suit que une ou deux paires maximum. On accepte pleinement, on assume ses choix, on est trader, on assume, on accepte pleinement de louper plein d'occasions. Donc par exemple, on choisit que trader EUROD. C'est dommage, on aurait pu choisir EURYEN. Sur EURYEN, la biologie a décidé un peu de se remuer les fesses, mais c'est pas grave, on a décidé de trader EUROD, on reste sur EUROD. Ce qui nous permet de prendre toutes les opportunités gagnantes, toutes les opportunités perdantes également, mais au moment on prend toutes les gagnantes. Et comme quand on va acheter des opportunités gagnantes, on va gagner 2-3 fois ce qu'on va risquer, finalement on va arriver à s'en sortir. Donc nous, par exemple, un exemple d'organisation qu'on fait, quand on ne sait pas quoi faire, en fait, on va papillonner. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder 2-3 paires qui sont en tendance en journalière, et puis on va les tester, on va voir si ça se passe bien. Et puis il y en a une tout d'un coup qui va se détacher. Et puis on va tomber amoureux de cette paire et on va la suivre tant qu'elle est fidèle. Donc en gros, tant que cette tendance est toujours là. Alors l'exemple d'EUROD, il n'a pas été pris par hasard. En fait, l'an dernier, il faut savoir qu'on a tradé que, en gros, 3 mouvements. On a tradé le yen pendant tout le début de l'année, la hausse. Ensuite, on a tradé jusqu'au mois d'avril. Ensuite, à partir du mois d'avril 2012, on ne savait pas trop quoi faire. Tout d'un coup, il y a des tendances baissières sur la NZD, le OD. Bon, ben allez, c'est parti, mon kiki, on prend OD et NZD. On était surtout sur NZD yen et OD yen. On a fait ça de avril à juin. Arrivé en juin, la tendance en journée s'est arrêtée.
Donc on commence à faire des pertes, on commence à se poser des questions. Et là, par chance, il y a Eurode, alors on n'avait jamais tradé cette paire, qui commence à chuter en journalier. Je parle toujours en journalier. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à la trader. Et puis à notre grande surprise, elle a fait que chuter, jusqu'au mois je crois, d'août. Et puis à partir d'août, on est monté jusqu'au mois d'octobre. Donc en fait, on a tradé qu'une seule paire, uniquement l'euro. Hors de question de trader l'euro-dollar. Si vous vous intéressez aux index, vous aurez constaté que l'index de l'euro, il descendait en même temps que le dollar. Donc c'était pas forcément intelligent de trader l'euro-dollar en même temps, alors qu'on avait l'euro qui chutait et le dollar australien de l'autre côté qui montait énormément. Donc l'euro, c'était vraiment un candidat parfait. Et finalement, même si au début on l'a un peu choisi, parce que on avait une tendance baissière, donc pas d'autres raisons particulières, puisqu'elle nous donnait une belle tendance baissière, on a continué à la trader, jusqu'à la fin. Donc, pour gagner en suivant une tendance, il faut suivre la tendance. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des pertes au début, vous ne pourrez jamais rentrer le jour où ça décolle. À part si vous avez la chance d'être au labo au moment, en général, vous allez louper 1 ou 2 jours de la tendance. Alors, un petit conseil pour prendre le début d'un mouvement, intéressez-vous aux phases 1 des bandes de Bollinger. Vous savez, quand bandes de Bollinger, c'est en général calculé sur 20 périodes. Quand vous avez un range qui dure entre 10 et 11 bougies, les bandes de Bollinger commencent à être sensibles, elles commencent à se resserrer. Quand le range qui dure 15-20 bougies, là vous avez une phase 1. Donc c'est en gros une tendance neutre qui comprime. Vous savez très bien que sur les devises, ça bouge tout le temps. Au bout d'un moment, il faut que ça bouge. Donc vous savez qu'après une compression, il y a toujours un mouvement qui va naître. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chasser les compressions. Après, dès qu'on voit une compression, on avait vu celle de l'argent la dernière fois, c'était la seule. En fait, on ne tradait que l'or comme métaux. Et puis comme ça, je dis, ah, tiens, on va regarder l'argent, et il y avait une compression. Bon, on m'a dit, on va attendre. Ça a commencé à chuter par le bas, on commence à vendre. Et puis on a fait des ventes tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait la grosse remontée. À la fin, on s'était déchiré sur la remontée, mais c'est pas grave. On avait gagné sur toute la baisse. Et on est resté que sur l'argent, on n'a pas été voir ce qui se passait sur l'or ou sur autre chose. On était que sur l'euro, donc on n'a pas pris des beaux trades sur le CAD ou sur le yen, malheureusement on n'était pas dessus quand ça a commencé à partir, parce qu'on était sur l'euro. C'est pas grave, on a accroché un mouvement. C'est vraiment le plus gros des conseils que je vous donnerai, c'est si vous suivez la tendance, respectez-la, accrochez-la, comme ça vous aurez un avantage statistique en votre faveur. Donc c'est en gros établir la stratégie, où est-ce que je rentre, où est-ce que je rentre pas, où est-ce que je rentre plus, où est-ce que je sors, etc. Et puis la question clé, c'est en fait c'est où débutent les mouvements. Donc comme j'ai dit, les mouvements ils débutent soit si vous avez un range en journalier, le mouvement intraday va débuter en haut ou va débuter en bas. Les tendances, lorsque vous avez une tendance haussière en journalier, il y a beaucoup de mouvements qui débutent sur les pullbacks. Et puis sinon, la plupart des mouvements débutent le matin après une compression d'upturn et boum, c'est parti. Et un plan de trading par exemple que vous pourrez utiliser, c'est ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la tendance de fond, ensuite elle est soit oblique, soit latérale, soit neutre, soit tendance directive. Ensuite elle est soit forte, soit faible. Pour les forces et faiblesses d'un mouvement, je vous renvoie au webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines, qui explique comment estimer la force ou la faiblesse d'un mouvement. Donc si la tendance elle est faible, nous on va faire du contre-tendance. Si la tendance elle est latérale, nous on va faire du trading range. Si la tendance elle est forte, on va regarder ensuite la tendance inférieure, comme j'ai montré tout à l'heure. Ensuite on va regarder si la tendance inférieure est forte ou faible. Si la tendance inférieure est forte, alors on fera du suivi tendance court terme sur le 30 minutes. Sinon, on le fera sur du 4 heures. Donc en fait, les courbes là, que je vous ai montré tout à l'heure, en fonction du début de la tendance, si on est au début de la tendance forte, on va trader en M30 avec un petit stop, un gros gain. Si on est plus ou moins au milieu de la tendance M30, on va peut-être un tout petit peu changer. Et si on est à la fin de la tendance M30, soit on ne traite plus, soit on élargit les stops. Et puis pareil, lorsque la tendance est faible, on fera pareil en H4, etc. Voilà, la fameuse tendance au rod. Donc d'abord à la hausse, donc ici vous regardez le H4. Quand le H4 est fort, vous tradez quand M30. Donc le H4 il est fort ici, donc vous tradez en M30 ici. Là il est faible, là il est fort, là il est faible, là il est fort. Là c'est incapacité, enfin un peu, c'est fini. Et là pareil pour la tendance baissière. Donc dites-vous que quand vous avez des bougies noires ici, c'est que le H4 est fort. Quand vous avez des bougies blanches, c'est que le H4 est faible, c'est-à-dire que le H4 en fait est reparti à la hausse. Donc il faut le trader à moyen terme. Donc ça sera à court terme, court terme, court terme, court terme, court terme, court terme. Et quand vous anticipez un peu la fin du mouvement, voilà, vous modifiez vos stop loss, etc. Moi j'étais un peu rapide, mais comme je dis, je ferai un webinaire à la limite qui résume tout ça. Ça pareil, c'est toujours pareil. Donc l'euro dans 4 heures, donc vous voyez une zone ici de faiblesse. Donc pour la stratégie de trading range, quand vous avez une tendance neutre, ne faites qu'une seule chose, vous vendez en fait à chaque fois que vous êtes en haut. Quand vous avez une tendance baissière, ne faites qu'une seule chose, attendez que ça remonte un tout petit peu, donc une tendance haussière à M30 et vous vendez. Vendez, vendez, vendez. Ici pareil, tendance neutre, donc nous qu'est-ce qu'on fait? On vend que le haut. Donc on a vendu une première fois ici, on a vendu une deuxième fois ici. Ensuite on a une tendance baissière en H4, donc qu'est-ce qu'on a fait? On était en 30 minutes, tendance court terme, et donc on cherchait les